Salut, vous êtes sur Stay Tuned TV, je m'appelle Joseph Dogno et je vais vous parler de Facebook Ads et de mon parcours et de podcast et de plein d'autres choses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec monsieur Joseph Dogno. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te voir sur Stay Tuned. Complètement, ouais. Parce que du moins, t'es pas musicien, t'as pas écrit de bouquin, peut-être bientôt? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu? Non, j'ai pas ce genre de talent. Donc, tu es un spécialiste en Facebook Ads, donc c'est la publicité sur Facebook. Je crois que ça a commencé avec un blog sur Istanbul, une newsletter. Ouais, une newsletter. En 2014. Ouais, tu veux que je te raconte un peu l'histoire? Ah, je veux bien, ouais. Ok, alors c'était en 2014, effectivement, j'ai lancé une newsletter, un peu l'équivalent de My Little Paris pour Istanbul. Newsletter 2 fois par semaine sur les bons plans, les trucs sympas à faire quand on habite à Istanbul. Et pour la faire connaître, pour attirer des abonnés. C'était gratuit. J'ai testé plein de choses, dont la publicité Facebook, et j'y connaissais rien. En fait, j'ai lu des articles de blog qui expliquaient comment faire ses premières publicités, et ça m'a permis de lancer ça et d'attirer des abonnés pour pas très cher. J'avais pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans, j'avais pas levé de fonds, c'est moi qui finançais tout ça. Et ça a bien marché, et du coup j'ai arrêté de dépenser de l'argent sur autre chose, j'ai tout mis en publicité Facebook, et en 2 ans j'ai eu à peu près 30 000 abonnés à la newsletter. Et voilà, c'était ça la genèse du projet. Mais du coup, par rapport à ton blog, est-ce qu'il y avait un business model dessus ou... Ouais, l'idée c'était de faire du contenu sponsorisé. Donc je m'étais dit la première année, je ne ferais pas du tout de sponsoring. Mais à partir de 10 000 abonnés, c'était mon objectif à 1 an, et j'y suis arrivé. À partir de 10 000 abonnés, je vais aller voir des annonceurs et leur proposer de faire des articles sponsors. Rédigé par les personnes qui écrivaient les articles, avec les mêmes illustrations que ce qu'on faisait d'habitude, donc de la pub native, comme on dit, une pub plutôt qualitative qui s'insère bien dans la ligne éditoriale de la newsletter. Et j'ai commencé à faire des partenariats avec des marques comme Zipcar, Gap, Sephora, Tommy Hilfiger, Appen, donc plutôt des beaux annonceurs. Ils ne me payaient pas autant que ce que j'aurais aimé qu'ils me payent, et surtout on ne le faisait pas assez souvent pour que ça soit viable. Mais c'était ça le business model. Et le problème c'est qu'en 2016, donc quand je suis arrivé à peu près à 20-30 000 abonnés, la Turquie a commencé à avoir pas mal de problèmes. Problèmes au départ de terrorisme, il y avait des bombes qui explosaient tous les mois à Istanbul, donc ça forcément plongeait les gens ils avaient moins envie de sortir, d'aller tester des nouveaux trucs. Plein de spectacles annulés, moins de touristes. Crise économique, donc moins de budget chez les annonceurs, surtout moins de budget pour moi qui était en gros le petit nouveau qui arrivait sur la scène. Et après il y a eu un tentative de coup d'état raté, enfin bref, la Turquie a commencé à prendre une direction un peu compliquée et j'ai décidé de commencer à faire autre chose, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté complètement ce projet pour me concentrer sur ce que j'avais démarré à côté, qui était un business autour de la pub Facebook. Alors aujourd'hui on entend plein de choses sur Facebook. Ça se casse la gueule, ça sert à rien, ça marchera plus. Comment on fait pour faire un business en sachant qu'il y a pas mal de retours négatifs sur ce réseau maintenant? Alors il y a des retours négatifs, c'est vrai que la perception du public, en tout cas ils ont pris un gros coup d'image pendant toute l'année 2018. Avec Cambridge Analytica, l'ingérence russe dans les élections américaines, dans le Brexit, les fuites de données, ils ont quand même pas mal merdé sur beaucoup de points. Ils ont été très laxistes pendant longtemps sur la façon de gérer les données des utilisateurs, ce que je trouve très dommage, parce qu'ils ont un super outil publicitaire qui permet à tout le monde de faire de la publicité, à tout le monde de faire de la promotion, que tu sois une grosse boîte, que tu sois une petite PME, que tu sois un freelance, que tu sois un artiste, un média indépendant, une asso, n'importe qui peut servir de ça pour toucher des gens. Et c'est dommage, je trouve qu'il y ait cette mauvaise perception. Après, comment on fait pour faire un business? Finalement, moi, ça ne m'affecte pas beaucoup parce que l'outil publicitaire continue de marcher. C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards 200 millions de personnes sur Facebook. Même si le réseau il commence à moins croître, parce qu'aux États-Unis il stagne en audience, en Europe il stagne, voire il décroît un tout petit peu,
mais en Asie continue de croître, en Afrique continue de croître. Par contre, en Europe, aux États-Unis, c'est Instagram qui fait comme ça. Et finalement, quand on parle de pub Facebook, il faut entendre pub Facebook / Instagram / Messenger / WhatsApp. Oui, parce qu'il y a des croisements, ça marche ensemble. Bah, c'est le même écosystème. Facebook possède tous ces réseaux et tout ce qui est données de ciblage, tout ce qui est diffusion, en fait, c'est que des cases qu'on coche. Donc, si je décide de cibler les femmes à Strasbourg qui aiment la cuisine végane, par exemple, je peux faire ce ciblage et après dire je vais diffuser la pub que sur Instagram ou que en Stories ou que sur Messenger ou que sur Facebook. Donc tout ça c'est que des placements. Donc même si Facebook commence un peu, on dit que c'est devenu un réseau de vieux, ce qui n'est pas totalement faux, les jeunes sont plus sur Insta, c'est pas grave en fait. Peut-être que Facebook, le business publicitaire va faire comme ça, mais celui d'Instagram fait comme ça. Donc eux, ils vont s'y retrouver. Moi, je m'y retrouve parce qu'au final, c'est des gens qui veulent toucher une certaine audience, qu'ils la touchent sur Facebook, sur Instagram ou sur Messenger. Finalement, moi, je m'en fous. L'audience, elle est quelque part, il suffit de la trouver. Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Dogno de Neomédia, consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Ça veut dire que quelqu'un, un artiste par exemple, parce qu'on est très branché musique, d'ailleurs il me semble que tu as un projet avec Chili Gonzalez. Oui, c'est un de mes clients. Donc là on touche la musique finalement. Ouais. Et est-ce qu'on peut en parler ou pas? Bien sûr. Alors, quelles sont tes missions d'ailleurs avec Chili Gonzalez sur ce projet? Alors Chili Gonzalez, et la mission à l'origine c'était de faire une campagne de pub Facebook et Instagram pour promouvoir la sortie de son nouvel album qui s'appelle Solo Piano 3. Donc le dernier album de la trilogie Solo Piano qu'il a sorti au mois de septembre. Et donc j'ai commencé à discuter, pas avec lui directement, mais avec son équipe, c'est un personnage intéressant, il gère son business musical de façon très atypique, il est autoproduit, il n'a pas de label, enfin il a son propre label, mais donc il est complètement indépendant, donc il fait ce qu'il veut. Il a une petite équipe qu'il arrive à payer et qui fait tout pour lui, qui gère son label, ses droits, sa com, ses tournées. Et donc c'est complètement indépendant. Vraiment 100% indépendant. Et cette équipe, il se trouve qu'elle travaille dans le même coworking que moi, à Paris. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'étais très fan depuis très longtemps de Chili Gonzalez. Et donc, voilà, on a sympathisé. Ils ont commencé à me demander des petits conseils, me poser des questions. Ou c'est moi qui leur donnais des conseils quand j'entendais qu'ils sponsorisaient des posts sur Facebook. Je leur donnais des petits conseils pour qu'ils le fassent mieux. Et puis, c'est eux qui m'ont demandé au début de l'été, voilà, pour la sortie de l'album, on prépare un gros plan de com'. On aimerait faire ça bien, on aimerait mettre le paquet sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube. Enfin, en gros, ils avaient décidé d'être très digital cette fois. Et donc, c'est eux qui m'ont demandé de travailler avec eux pour la partie Facebook et Instagram. Donc, à partir de septembre, à partir d'août, on a commencé à faire un peu de teasing sur des singles qui sortaient. Et en septembre, on a fait un gros push pour la sortie de l'album. Et là, depuis septembre, je pousse des vidéos que Chili Gonzalez fait, qui vont être soit des extraits de son album, soit des vidéos qu'il fait parce qu'il produit beaucoup de contenu. Il fait des masterclass où il est très dans un peu la pédagogie de la musique. Et il va expliquer un morceau de Britney Spears ou un morceau de Nirvana, décortiquer, jouer au piano. Qu'est-ce qui fait que ce morceau, on a l'impression qu'il est mélancolique? Qu'est-ce qui fait que celui-ci, il attise un peu un truc un peu d'excitation, de curiosité? Hop, il va jouer, il va dire voilà, ça c'est parce qu'il y a telle harmonie. Mais ça me fait penser à ce que tu dis là, ça me fait penser à un artiste qui s'appelle Chassol, qui est pianiste et qui a une rubrique sur France Inter le matin et il décortique un titre qu'il aime bien et il vient avec son clavier et là voilà, il te l'analyse avec les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et voilà, et ça me fait penser à ça. Ouais, c'est un peu le même exercice et c'est hyper intéressant parce que moi j'adore la musique mais je connais rien en théorie de la musique. Mais quand c'est un peu vulgarisé comme ça, quand tu as quelqu'un qui te dit voilà, cette progression d'accords, elle fait que on se sent triste à la fin parce que c'est un mineur. Mais c'est pas nouveau, Beethoven faisait pareil, tac, il joue du Beethoven. Daft Punk fait pareil, tac, il joue du Daft Punk. Et donc c'est hyper intéressant. Et ce genre de vidéo, en fait, je pense que Chili Gonzalez ne le dit pas comme ça, mais dans le monde du marketing, on appellerait ça du content marketing. C'est-à-dire produire du contenu
qui sert sa com, sans être promotionnel, sans dire juste acheter mon album. Juste, voilà, je fais un truc, je suis pianiste, je vous explique quelque chose, c'est intéressant. Si ça vous intéresse, eh ben, j'ai d'autres vidéos, allez voir sur ma page, allez voir sur mon compte Insta. Et ça fait rentrer les gens dans son univers qui après, au bout d'un moment, peuvent regarder plein de vidéos, peuvent acheter son album, peuvent aller à un concert. Donc c'est une méthode très contemporaine, très 2018 de faire sa promotion en fait. On revient sur les Facebook Ads. Bon, je pense que c'est une question bizarre, mais est-ce qu'il est bien de faire, parce que du coup, on se dit que faire des publicités sur Facebook, c'est très facile. Avec très peu de budget, on peut réussir à faire quelque chose. Est-ce qu'il vaut mieux faire des petits budgets ou mettre des gros budgets directement pour être de plus en plus visible? Alors on peut faire des choses avec des petits budgets. C'est sûr qu'on aura plus de résultats si on a plus de budget. Mais on a quand même intérêt à démarrer avec des petits budgets. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec un nouveau client, je ne lui dis jamais de démarrer avec, on va mettre 5 000 euros ce mois-ci. Je préfère démarrer avec 1 000 euros. C'est ce que, enfin, à mon échelle, à l'échelle de clients, même qui ont les moyens, je leur dis, on met 1 000 ou 2 000 euros le premier mois et on teste plein de trucs. On va tester différents types de campagnes, différentes audiences, différentes plateformes, Instagram, Facebook, Messenger, différents formats, des vidéos, des carousels, des images fixes, différents messages. On va rédiger dans des styles de copywriting un peu différents, ce qui permet en fait, on lance plein de bouteilles à la mer. Et au bout d'un moment, on va voir ce qui marche mieux, les formats qui marchent mieux, les ciblages qui marchent mieux. Et là, on peut se dire, ok, sur ce qui marche bien, on a tel résultat, tel taux de clic, telle durée de visionnage de vidéo, tel coût d'acquisition, ça dépend ce qu'on veut faire. Et on peut se dire, bah, ça marche bien, voilà ce qu'on arrive à avoir comme résultat. On peut mettre plus de budget là-dessus, mais on le fait en connaissance de cause. Donc pour moi, il n'y a pas trop de sens de mettre beaucoup de budget au départ, parce qu'on ne sait pas où on va. Moi, je ne peux pas dire au client, si vous dépensez X, vous allez générer tant de ventes. J'en sais rien. Donc je vais lui dire, on teste. Dans un mois, on aura déjà un ordre d'idée. Et là, on pourra dire, ok, bah, à ce niveau de performance, le client va se dire, moi, à ce niveau de performance, je suis confortable de dépenser X mille par mois. Donc, même si on a du budget, c'est bien de démarrer avec des petits budgets pour tester. Et si on n'a pas beaucoup de budget, on peut quand même faire des choses. Moi, quand je parlais de ma newsletter tout à l'heure sur Istanbul, mon budget, c'était 10 euros par jour. 10 euros par jour. Ouais, c'était 300 euros par mois. J'avais pas plus que ça à mettre en pub. Donc 300 euros par mois, j'arrivais à générer à peu près 1000-1500 abonnés à ma newsletter. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, 10 euros par mois pendant 2 ans, ça fait, j'avais calculé 6-7 000 euros. Donc au final, c'est une somme, mais que j'ai pas eu à lâcher d'un coup. Quand tu mets 10 euros par jour, c'est assez indolore au final. Même, ça passe mieux. Ça passe. Même pour un business qui gagnait pas d'argent comme le mien, c'était faisable. Je pouvais, moi, mettre de ma poche 300 euros tous les mois. Pour arriver à 30 000 abonnés. Ouais. Ce qui fait que 30 000 abonnés, j'intéressais des marques, des annonceurs, et je pouvais commencer à leur demander de me payer pour parler de leur marque. Donc voilà, 10 euros par mois. Certains mois, je mettais plus, j'allais jusqu'à 5 ou 600, 10 euros par jour, donc 300 par mois. Certains mois, j'allais jusqu'à 5 ou 600 euros quand j'avais des super résultats. Mais voilà, j'avais pas besoin de mettre plus. C'est sûr que si au lieu de 300 euros par mois, j'avais mis 3 000 euros par mois, peut-être que je serais arrivé à 100 000 abonnés. Ce sera différent. Mais c'est pas grave, il vaut mieux dire je mets 10 euros par jour et j'arrive à 30 000 abonnés en 2 ans, plutôt que de dire en fait je mets rien et j'arrive à rien. Et quand on doit créer de nouvelles publicités et qu'on a le syndrome de la page blanche, il n'y a rien de tel pour trouver l'inspiration que d'aller voir ce que font d'autres annonceurs, soit dans votre niche, soit dans des secteurs complètement différents. Qu'est-ce qui marche en ce moment sur la publicité Facebook? Les stories. Ah, c'est les stories. Ouais, ce qui cartonne en ce moment, c'est les stories sur Instagram. Alors déjà, de façon organique, non publicitaire, déjà ça marche très bien. L'usage d'Instagram, il est en train de migrer du fil vers les stories, parce que les gens, par rapport à tout ce qui s'est passé, ils aiment peut-être moins, ils sont moins à l'aise avec l'idée de poster des choses qui restent et qui sont un peu indélébiles sur leur profil, alors que les stories, ils les postent, ça disparaît. Ouais, c'est plus facile à faire, il y a un côté très spontané, t'es pas obligé de trop réfléchir, de trop préparer. Alors qu'Instagram, c'est quand même le réseau social des images hyper léchées, il faut que tout soit beau. Et les stories, ça a remis un peu de spontanéité là-dedans. Donc les gens les ont adoptés. Et en publicité,
c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui et qui génère les meilleurs taux de clics, en tout cas de ce que moi j'en vois. Et j'y croyais pas du tout. Moi je suis pas du tout un utilisateur de stories à titre personnel, mais c'est pour Chili Gonzalez au mois de septembre que je me suis dit on va quand même tester. Parce que j'en avais jamais fait avant, je me suis dit on va tester, on va mettre la vidéo qu'ils m'ont fournie, on va la mettre au format vertical. Et quand on a vu les résultats, je leur ai dit maintenant il faut que chaque vidéo, il faut qu'on trouve un moyen d'en extraire 15 secondes verticales et d'en faire une story. Et c'est ce qui marche le mieux.